D'impatience. Je vais résumer ceci parce que il semble que je comprends très bien ce que dit Justine à Tankaono. Vous savez, écoutez, c'est quelqu'un qui dit lorsque vous mangez et que vous dites vous êtes rassasié, qu'on vous force à continuer à manger et la personne réagit et dit avec votre permission, il me dit, faut pas dire que j'utilise un proverbe, si le ventre qui encaisse n'est pas fatigué, si les dents qui mâchent, n'est-ce pas, ne sont pas fatiguées, la main qui va et qui fait le va-et-vient est fatiguée. Si l'AES est fatigué, eh bien, on ne pourra plus continuer à faire la même chose. Et c'est un autre encore qui dit, il est de la Côte d'Ivoire, il dit, eh bien, si ceux étaient et restent toujours nos agresseurs, nous allons vers eux pour trouver la solution sous forme de négociation, nous perdons notre temps. Je pense que il y a quand même une certaine vérité dans ce qu'elle dit, cette dame, et ce que je viens de vous dire. Alors, Dieu, moi, Moussa, allez-y, vous voulez intervenir. Alors, je voudrais beaucoup demander à madame de mettre un peu de l'eau dans son vin. Je comprends son amertume et sa douleur. Comprenions toujours. En Afrique, toujours des faits. Déjà, comme le disait Sa Majesté Tifizier, pas vraiment très important, c'était de tout faire pour restaurer la chefferie traditionnelle. Parce que quand nous ne nous dotons des moyens de règlement efficaces des problèmes que nous avons, c'est qu'on aurait toujours réglé des problèmes par le défi. Déjà, un travail colossal a été fait et a commencé par donner ses fruits. C'est quoi? C'est que le colonisateur avait vidé de toutes nos constitutions en Afrique la place, le pouvoir de la chefferie traditionnelle. Et la chefferie traditionnelle n'avait plus de force pour intervenir dans tout ce qui se passe. Mais un premier combat a déjà commencé et celui-là, c'est de restaurer. Et cette restauration passe déjà par la reconnaissance de la chefferie traditionnelle comme garant de nos us et coutumes dans plusieurs pays africains. Et c'est le regroupement des représentants de cette chefferie traditionnelle qui va former les structures cadres qui pourront intervenir dans la diplomatie royale en Afrique. Bon, je souffre de comprendre que dans certains pays en Afrique, cette force de résistance est encore là. Et si aujourd'hui, nous ne sommes pas représentés partout, regardez, Sa Majesté Tifizier dit, nous manquons de moyens financiers, d'accord, pour réaliser ces missions-là, pour accomplir ces missions. Si ces États de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, je prends l'exemple de la CEDEAO, quel est le budget, si les gens reconnaissent la chefferie traditionnelle comme garant de nos us et coutumes, qu'on peut utiliser en diplomatie pour régler des conflits et promouvoir la paix, combien chaque État cotise à ces structures qui pourraient intervenir en de pareilles situations? C'est là le problème. On n'achète pas un chien le jour de la chasse. On prépare. En diplomatie, on prépare. On ne s'improvise pas médiateur. On se forme pour être médiateur. Et on fait tout pour faire restaurer d'abord son autorité, sa personnalité pour être quelqu'un. Sa Majesté Tifizier ne peut pas être invité sporadiquement. On sait qu'il faisait déjà un travail et qu'il a fait un travail en Côte d'Ivoire, il a fait un travail partout et on le reconnaît comme ça. Dans nos États, quelle est la place que nous réservons à ce moyen d'intervention qu'est la chefferie traditionnelle? Parce que dans tous les pays d'Afrique, quand on vous dit il ne faut pas uriner quelque part, et même on écrit avec une grande pancarte, les gens continuent d'uriner là. Mais quand on met un bidon et on dit on a besoin des urines humains pour faire des rituels, vous ne verrez plus personne là. Ça veut dire quoi? C'est vrai, Majesté. Les secrets ancestraux, de craindre la spiritualité, et on peut utiliser cette force, ce respect qu'on a de nos chefs traditionnels pour régler les conflits. Vous savez, quels que soient les conflits qui existent entre les différents pays,
Vous savez qu'il n'y a jamais de conflit entre les rois de différents pays. Jamais en Afrique, vous n'allez jamais constater ça. La Côte d'Ivoire peut être en guerre avec un autre pays. C'est possible. Ça, c'est la guerre des Blancs. C'est la guerre du colon. Mais avez-vous jamais entendu après la colonisation que la chefferie traditionnelle du Bénin est en guerre avec la chefferie traditionnelle du Burkina ou du Mali ou du Niger? Jamais. Parce que la sagesse est là. Et on doit tout faire pour restaurer à cet instrument, ce précieux instrument de développement qu'est la chefferie traditionnelle, la doter de moyens efficaces. Quand j'ai vu colloque des peuples africains sur la démocratie en Afrique, j'ai dit waouh, c'est bien. J'ai vu beaucoup de chefs traditionnels qui sont réunis là-bas autour de Sa Majesté, de son Excellence Roland Kouadio Siméon. C'est une bonne chose. Et ce que fait Sa Majesté Tifizier, moi je souhaite que nous l'aidons à prendre son bâton de pèlerin et à passer de pays en Afrique pour expliquer à ces gouvernements-là le rôle prépondérant, le rôle déterminant que la chefferie traditionnelle peut jouer dans le règlement de ces conflits. C'est très important et je demande à Madame Jou de souffrir un tout petit peu de son impatience. Nous faisons le maximum, nous faisons beaucoup de choses pour régler ces problèmes-là d'une manière ou d'une autre, mais nous apportons la solution curative et en même temps nous cherchons une solution préventive. Ce n'est pas une guerre. Nous communiquons avec les chefs d'État, nous communiquons avec les ministres des Affaires étrangères pour mettre en place un creuset de dialogue toujours, même si tout est rompu au niveau économique, au niveau politique et au niveau social, sur le plan de la promotion des valeurs culturelles et endogènes de la chefferie traditionnelle. Le dialogue est toujours là. Et nos États africains doivent vraiment utiliser cet instrument-là parce qu'en Afrique, nous sommes beaucoup plus sensibles quand il s'agit du chef traditionnel qui parle. Et c'est le creuset que nous devons utiliser pour promouvoir la paix en Afrique. Je vous remercie. D'accord, professeur. Je voulais quand même poser quelques questions, alors peut-être 3 questions. Parlons de la CEDEAO. Nous savons que la CEDEAO n'applique pas réellement les règles. Et tout à l'heure, la bonne dame l'a dit, que les décisions de la CEDEAO sont venues d'ailleurs. Mais je ne pense pas qu'on puisse contester cela, dans la mesure où on se demande si la CEDEAO n'applique pas ses propres règles, ou bien les règles qui sont mises dans ces instances, qui peut les appliquer à sa place? Et maintenant, l'honorable, sinon je dirais, Sa Majesté Zié a dit qu'il y a un programme. Il faut aller vers l'Union africaine pour mettre en place une commission. Mais on a l'impression aussi que cette Union africaine, on a le point de la colonisation. Vous avez vu, l'AES n'a pas demandé à l'Union européenne pour mettre en place l'AES. Pourquoi aller vers encore l'Union européenne pour ne pas que ce qu'on veut mettre en place réussisse? Maintenant, vous posez un problème de financement. Ce problème de financement-là, comment on peut le résoudre? Est-ce que vous allez aller encore à la CEDEAO pour le résoudre? La CEDEAO, son salaire vient d'ailleurs, si vous ne voulez pas l'attendre. Comment mettre en place les moyens de financement pour que cette commission paritaire réussisse? Parce qu'on n'a pas besoin d'aller vers la CEDEAO. Si vous allez vers la CEDEAO, vous serez encore dessus et on ne va pas vous attendre. Donc, moi, c'est mon inquiétude, ça. Merci. Excusez-moi, est-ce que je pourrais dire quelque chose? Oui, rapidement, et on va passer la parole au professeur Kitty, parce que les universitaires, ils en savent beaucoup aussi. Voilà, allez-y. Mon fils, là, qu'en Afrique, là, il n'existe pas seulement les politiciens. En Afrique, il n'existe pas seulement des politiciens. Il y a des Africains qui sont riches. Et vous savez, si l'Afrique brûle, les hommes d'affaires africains, là, ils vont prendre leur argent pour aller où? On parle de rechercher la paix. Et je donne un exemple palpable. Il y avait une grave situation entre l'Éthiopie et l'Égypte. Est-ce que vous savez comment ça a été résolu? C'est nous. Nous sommes descendus en Éthiopie, en Égypte. On a été reçus par le Parlement égyptien. Et les gens nous ont vraiment et nous ont respectés.
Et nous avons pris les leaders traditionnels de l'Égypte pour venir en Éthiopie pour trouver, atténuer. Et nous sommes allés voir le président en exercice de l'Union africaine, qui était l'actuel président de l'Afrique du Sud, pour lui dire, nous ne voulons pas que cette crise-là soit réglée par les Occidentaux. Et que les problèmes africains, les solutions africaines. Donc, ce qu'il est en train de dire, on cherche des moyens, est-ce qu'on va aller trouver des moyens avec les politiciens? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Nous avons des enfants dans ce continent qui ont les moyens. Si l'Afrique brûle demain, là, eux, leurs moyens, là, ils vont aller où? Qu'ils viennent aider, soutenir les leaders traditionnels pour que l'Afrique soit en paix et pour que leur économie se développe. Voilà ce que je vais lui répondre. Merci. Voilà. Alors, allez-y. Vas-y, Kitty. Voilà. Je vais faire deux observations. La première, c'est au sujet de la déclaration selon laquelle les chefferies ne se livrent pas la guerre avant la colonisation. Les chefferies se livraient la guerre avant la colonisation. Non, il a dit après la colonisation. Je disais après la colonisation. Oui, après la colonisation, les chefferies ont été décapités. Donc, les chefferies décapitées n'existent presque plus. Donc, leurs moyens d'action ont disparu. Parce qu'aujourd'hui, les chefferies sont en train d'être remises dans leur médiation. Et dans la plupart, comme il a dit tout à l'heure, dans la plupart des constitutions, on constate nouveau de la chefferie. Mais le problème demeure toujours, parce que dans certaines régions, par exemple du Bénin, vous avez les populations du pays plus au nord et donc, il y a une cohabitation entre le pouvoir politique et le pouvoir politique traditionnel. Le pouvoir politique traditionnel qui est plus accepté par la population que le pouvoir politique moderne. Donc, il faut trouver le juste milieu pour replacer les chefferies traditionnelles dans leur rôle non seulement de garant de la tradition des us et coutumes, mais également et surtout le rôle de médiation en cas de crise. La deuxième observation que je veux faire, c'est ce que M. Zié avait dit tout à l'heure, à savoir l'indépendance économique a amené les pays africains à fixer le prix des matières premières. Il ne s'agit plus aux pays africains de fixer le prix des matières premières, mais il s'agit surtout de transformer sur place les matières premières pour pouvoir créer de l'emploi. Et c'est de ça il est question aujourd'hui. Le pétrole nigérien, le brut nigérien, au lieu de la Chine, doit être transformé au Niger pour créer de l'emploi, pour faire travailler les Nigériens et baisser le prix du produit fini. Donc, le café, le cacao de la Côte d'Ivoire, au lieu d'être vendu aux Européens, doit être transformé en Côte d'Ivoire en produit fini et vendu maintenant aux Européens qui ont besoin du café, qui ont besoin de chocolat. Au lieu que ce soit la matière première qui soit vendue aux Européens, transformée en Europe, et puis le produit fini va revenir en Côte d'Ivoire, vendu aux Ivoiriens et aux Africains, il vaut mieux transformer le café et le cacao en Côte d'Ivoire, créer de l'emploi, créer la plus-value et aller maintenant vendre le produit fini aux Européens. Je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui et non plus fixer le prix de la matière première. Donc, il faut dépasser ça, il faut industrialiser les pays africains. C'est ce que la Chine a fait, c'est ce que la Corée du Sud a fait, c'est ce que les dragons asiatiques ont fait pour pouvoir émerger. C'est ce à quoi on appelle les dirigeants africains. Et sur ce point, il y a le capitaine Ibrahim Traoré qui est en train de faire un travail remarquable au Burkina Faso.
à travers l'emprunt. L'emprunt qu'il fait au Burkina Faso est venu des Burkinabés et c'est utilisé pour industrialiser le Burkina Faso pour que la production au Burkina Faso soit transformée sur place. Je pense que c'est un bon exemple qu'il faut encourager. Voilà, c'est un bon exemple qu'il faut encourager, comme le dit l'autre, je crois qu'il y a un Ivoirien qui dit qu'il faut passer de la politique des matières premières à la politique des matières grises. C'est pas de la diversion, ben, vous pouvez faire des commentaires, vous poser des questions. Nous allons vers quand même la résolution de ce problème, parce que la solution, elle n'est pas impossible. Nous la connaissons tous. Il faut couper, il faut vraiment couper ce cordon. Il faut couper la chaîne, et c'est ce que tout le monde le dit. C'est tout ce que tout le monde dit, et il faut bien couper cette chaîne. C'est très important. Les accords coloniaux, tant qu'on n'a pas le courage, je crois que en dehors des pays de l'AES, eh bien le Tchad, Afrique centrale, a dit aux Français, écoutez, vous pliez vos bagages et vous partez. Et ça, c'est la base militaire. Le Sénégal a dit, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer avec ça, vous voyez? Donc ça vient, il y a de l'espoir. D'autres questions pour nos invités et nous allons clore l'émission. Moi, je dirais par exemple que notre cible, c'est le panafricanisme, une Afrique unie. Alors, si, par exemple, il y a l'AES qui s'en va séparer, quid des critères de convergence? Parce qu'à un moment donné, il faudrait trouver ces critères de convergence pour pouvoir aboutir à une Afrique unie, c'est-à-dire une Afrique qui parle le même dialogue, le même discours. Donc, enfin, pas le même dialogue, le même discours. Comment faire? Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vraiment tuer, j'allais dire, ce projet dans l'œuf en prenant ce pas de côté? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est qu'en venant ici, je me suis dit qu'il y a un espoir d'une solution royale. Mais j'ai comme l'impression que la solution royale, pardonnez-moi l'expression, c'est pas un manque de respect, mais vraiment, c'est comme ça que je le vis. J'ai l'impression que la question royale, la solution royale est vraiment, elle est complètement étouffée et qu'elle ne sera pas entendue. Que pensez-vous de cela? Alors, chef traditionnel, tête couronnée. Oui, Monsieur Kitty, vous voulez répondre? Oui. Moi, je pense que la solution royale n'est pas mauvaise, mais seulement que ceux qui portent cette solution n'ont pas les moyens de la porter loin. Et ils ne peuvent pas la porter loin sans l'appui de ceux qui dirigent les États modernes, à savoir le président en exercice de la CEDEAO, à savoir les dirigeants de l'AES. Il faudrait que les dirigeants de l'AES soient disponibles à les recevoir, à les écouter. Il faudrait que les dirigeants, ne serait-ce que ceux qui restent pour la CEDEAO, ou bien le président en exercice de la CEDEAO, les reçoivent, les écoutent et croient en leur capacité de porter cette solution et de la partager avec les autres. Maintenant, une fois leur solution partagée avec les autres, est-ce que ceux de l'AES, à l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui en ce qui concerne leur sortie de la CEDEAO, sont encore en mesure de rebrousser chemin? C'est là la question fondamentale. La réponse, à mon avis, c'est non. À mon avis, c'est non, parce qu'ils sont déjà avancés dans leur projet de sortie. Mais seulement que faut pas balayer du revers de la main la possibilité de revenir sur leur position. Donc, moi, je pense qu'il revient au président en exercice de la CEDEAO, il revient aux autres présidents des autres États qui sont encore membres de la CEDEAO d'accepter que cette solution-là soit partagée avec les États de l'AES avant que les dirigeants de ces États-là ne la refusent. Alors, Majesté Djomo Moussa. Je suis là. Ouais, vous avez. Excusez-moi, hein, je voudrais, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais apporter des clés? Allez-y, allez-y.
Allez-y, Majesté Tifizier. Votre micro est fermé. Je ne vous entends pas. Le micro est fermé. Votre micro est fermé. Voilà. Voilà, voilà. Il faut dire à mon fils là qui vient de parler que les rois du continent africain n'ont pas besoin des moyens des politiciens pour régler les conflits. Les conflits que nous avons réglés déjà sur ce continent, ce n'est pas à eux, ce n'est pas eux qui nous ont donné les moyens. Quand la Côte d'Ivoire était en conflit avec le Mali, ce n'est pas les États qui nous ont donné les moyens pour amener à régler le conflit, à libérer les 49 militaires. Quand on a éteint le feu entre l'Éthiopie et l'Égypte, ce n'est pas les États qui nous ont donné les moyens. Mais c'est une expression de vous dire que c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas dire que nous ne sommes pas en train de le faire. Mais on ne peut pas dire, on dit le miel ne dit pas je suis sucré. On ne dira pas qu'on a suffisamment les moyens de faire notre politique. C'est à vous, les journalistes, les intellectuels, de faire le lobbying auprès des hommes d'affaires africains, de soutenir les leaders traditionnels sur la voie où ils sont. Arrêtez de penser que nous allons aller tendre la main à des politiciens. Ce n'est même pas possible. Sinon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, moi, je serais déjà dans un parti politique. Voilà, merci. Merci. Majesté Diouma Moussa. Je crois que j'abonde toujours dans le même sens que Majesté Tifizier, parce que la plupart des conflits qui naissent sont des conflits qui sont nés des politiciens, de leur fait. Alors, mais comment voulez-vous vous assurer que quelqu'un qui a créé des conflits vienne vous financer pour régler ces conflits si vous ne prenez pas déjà position pour lui? C'est déjà ça. Donc, il va falloir que, tel qu'il le dit, moi, je n'avais pas eu cette idée, mais les Africains qui ont des investissements vraiment importants dans leur pays doivent comprendre quand les conflits naissent, quand les guerres naissent, alors aucun État ne se présente pour les dédommager, pour quoi que ce soit. Ils doivent militer pour la sécurité, pour la restauration de la paix et autour de leurs investissements. C'est déjà important. Moi, je vois, j'ai vu la semaine dernière, c'est pas un homme d'affaires, mais quand même une personnalité, quand même du bon sportif, qui a fait de dons, d'accord, pour lutter contre le terrorisme. Bon, c'est bien, c'est ce qui l'intéresse, c'est sa vision, c'est bien. Mais de pareils investissements peuvent aller dans les structures que la sécurité traditionnelle forme. Parce que la paix, ce n'est pas seulement les moyens de guerre qu'il faut utiliser pour restaurer la paix, mais c'est beaucoup plus la diplomatie. La diplomatie fait taire les armes, plus que les armes qui vont crépiter. Voilà ce que je pense. Et il va falloir que nous créions, et que vous nous aidez du moins, à créer le lobby, à faire comprendre aux hommes d'affaires, ceux qui disposent de grosses entreprises, que ce que nous faisons, c'est d'abord pour eux, pour leur sécurité. Parce que c'est difficile d'aller voir quelqu'un qui a créé un problème, de vous aider à le régler. Oui. Si vous voulez régler, si vous voulez compliquer un problème, allez le confier à un politicien. Il va le multiplier par 10, par 100. Voilà ce que je pense. Voilà, parce qu'en politique, c'est la multiplication. Oui, allez-y. Allez-y. D'accord. Je pense que j'ai un peu... C'est-à-dire, lorsque nous prenons l'ONU et puis l'Union africaine, comment vous voyez aujourd'hui l'AES dans le but de renforcer ses partenariats avec ces grandes institutions?